Capucine Graby, qui est notre invitée ce soir. Bonsoir Capucine, merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Ce livre donc, que vous avez écrit avec Godlive Mukassarasi, c'est celui-ci. Comment au départ vous avez justement entendu parler de cette femme et comment s'est fait votre rencontre justement? Ça c'est la grande question. Il se trouve que complètement par hasard, juste après le Covid, j'avais lu une interview d'elle et je l'avais trouvée absolument fascinante. Et je trouvais que son parcours de vie était exemplaire, remarquable. Et je lui ai envoyé un premier mail, elle m'a pas répondu. Et puis l'attente s'est enroulée autour de mon existence pendant 4 ans. Elle n'a pas cessé de... Enfin, j'ai toujours pensé à elle. Et puis, je suis fini par partir en reportage au Rwanda à l'été 2024. Et j'en ai parlé à mon éditeur et il m'a dit, va la voir. Et j'avais 1 heure pour... la convaincre, établir une connivence entre elle et moi. Et son témoignage est passionnant, effectivement. Et je ne m'étais pas trompée. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu très peu de temps pour me rendre compte du potentiel de cette femme, qui est absolument fascinante. Alors, elle raconte notamment comment elle, femme Hutu, mariée à un Tutsi, comment elle a vu monter les signes du génocide à venir bien des années avant. Vous écrivez notamment au début du livre, le jour où elle a accouché d'Angélique, tu n'as pas honte, elle raconte, tu n'as pas honte d'enfanter de tous ces Tutsis, ces enfants de souris, toi la femme Hutu, tu es vaniteuse, tu seras punie lorsque les Tutsis seront tués. Ce sont des paroles très fortes qu'elle rapporte. Vous avez raison, et c'est une femme qui était très bien, très éduquée, qui a un diplôme de psychologue social, et qui raconte effectivement ces signes prémonitoires qui viennent ponctuer le livre, notamment le jour de son mariage, son voisin qui était là, qui avait bu de la bière de banane avec elle, et lui a dit cette femme élégante ne sait pas, que va faire cette femme élégante le jour où tous les Tutsis seront morts. Et en fait, elle était tellement habitée par le bonheur, elle le dit, quelles sont les petites phrases comme ça? En fait, ça lui est revenu au moment du génocide, à la fin du génocide, à la fin de ces 3 mois où le pays perd littéralement la raison, dans un déluge de haine, vous l'avez lu évidemment, mais ces signes prémonitoires étaient là, mais elle ne les a pas entendus. Ou en tout cas, son bonheur était suffisamment fort pour qu'elle ne veuille pas les entendre. Alors cette femme, elle est connue également pour son combat pour réparer les femmes victimes de violences. Et elle révèle dans votre livre, pour la première fois, avoir elle-même avoir été victime de viol. Comment expliquez-vous qu'elle vous le dise pour la toute première fois, plus de 30 ans après les faits? Elle a enfoui ça au fond d'elle? Oui, tout à fait. Comme beaucoup de femmes, il y a aussi des femmes qui témoignent dans ce livre et qui ont enfoui une souffrance, une douleur indicible et qui ont réussi, grâce à ce livre, à se livrer et à laisser s'échapper justement cette douleur atroce. Je pense que Godelive a joué sa survie. Son mari a été fusillé, sa fille a été fusillée, elle a perdu une fille aussi dans un accident de voiture, on lui a transmis le sida au moment des viols, elle a eu une vie absolument atroce, elle est d'une résilience incroyable, mais elle a joué sa survie pendant ces 30 ans et elle s'est focalisée sur les 1000 femmes et enfants, donc les fameux enfants du hasard qui sont nés des viols, et elle les a soutenus à tel point qu'elle s'en est oubliée. Et effectivement, je pense qu'il y a eu une connivence tellement incroyable entre elle et moi, où j'ai vraiment habité chez elle, j'ai pris le temps, on a sillonné le Rwanda, du lac Kivu au parc de la Gakera pendant des semaines et des semaines, que cette connivence a été mise au service, justement, d'une libération pour elle. Et elle me disait, pas plus tard que la semaine dernière, en recevant ce fameux colis DHL avec les livres, ça y est, je suis enfin libérée. Et merci. Voilà, ce que vous disiez. C'est une libération pour elle. C'est une libération, cette douleur enfouie. Vous avez mentionné ce nom, c'est exactement ce qu'elle m'a dit dans son WhatsApp. Mes douleurs se sont évaporées. Voilà. Et maintenant, elle tente d'aider les autres, notamment les femmes. Au Rwanda, réparer les femmes, c'est remettre debout aussi un pays. C'est ça aussi le message qu'elle essaye de faire passer. Elle présente le Rwanda comme un pays féministe, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors le Rwanda, il y a une antithèse au Rwanda parce que c'est un pays, vous le disiez tout à l'heure dans la chronique Écho, qui est une bombe économique, urbaine, avec une croissance de 7 à 10% depuis 25 ans. Et en même temps, c'est un pays qui est très ceinturé par un régime autoritaire, le régime de Paul Kagame, qui est très adulé par la population. Et Paul Kagame a réussi la prouesse de ceinturer le récit mémoriel. Et c'est ça qui a permis de reconstruire finalement l'identité des Rwandais. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de demander à quelqu'un dans la rue s'il est Hutu ou Tutsi. On n'a pas le droit de célébrer le génocide à un autre moment que le 7 avril, donc aujourd'hui où il y a des commémorations qui sont organisées par l'État rwandais. Donc c'est cette façon de circonscrire le récit
qui a permis justement cette reconstruction identitaire. Il y a un autre point important, c'est cette certitude physique qu'a instauré Paul Kagame. Quand on est victime du génocide, quand on a été violé, on a peur, on vit avec la peur au ventre, il faut bien le comprendre. Et en fait, cette certitude physique qui ne va plus rien leur arriver, elle est palpable partout au Rwanda. Les gens dansent, les gens sont heureux. Alors comme dit Gaël Faye, ils pleurent avec leur ventre, mais ils ont la certitude physique qu'il ne va plus rien leur arriver. Et je crois que c'est énorme. Et on rappelle que 70% de la population rwandaise est née après le génocide. Un quart de la population, toutefois, souffre encore de troubles traumatiques et psychologiques selon l'Organisation mondiale de la santé. Lorsque vous allez sur place, quel est le sentiment que vous avez lorsque vous rencontrez justement les habitants? Est-ce qu'ils sont résilients? Est-ce qu'ils ont envie de tourner la page? Est-ce qu'au contraire, ils ne veulent ne pas oublier? Alors c'est un peu des deux, ils ne veulent pas oublier et en même temps ils ont ce poids de ce génocide qui leur colle, qui est poisseux, qui est là dans leur histoire. Qui est là. Maintenant ce que je vois c'est qu'il y a eu 250 000 femmes violées et qu'elle en a sauvé 1007, qu'il y a eu 3000 enfants nés des viols, les enfants du hasard, et il y en a 500 qui ont été réparés. Donc il y a encore un travail immense et que cette femme, elle est aidée par des ONG du monde entier. On a vu ces photos avec Melania Trump puisqu'elle a reçu le prix de la femme du courage. Elle a parlé à la tribune des Nations Unies. Donc elle se bat bec et ongle pour ces femmes, mais que le travail est immense. Et vous l'avez dit, il n'y a que 16 psychiatres, enfin, où je le cite dans le livre, 16 psychiatres aujourd'hui dans l'ensemble du pays. Donc la libération de la parole et s'appuyer aussi sur ces femmes et ces hommes qui font beaucoup pour le pays à leur échelle, c'est immense. Et c'est un très bel hommage donc, que vous rendez à Godlive Mukasarasi, la réparatrice. Et à ce pays formidable. Et à ce pays formidable, la réparatrice aux éditions Grasset. Et merci Capucine Graby d'avoir été l'invitée de ce 64 minutes de parler donc de ce pays formidable, Rwanda, comme vous l'avez dit.